Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur l'abandon de poste. On va patienter peut-être quelques secondes pour que tout le monde ait bien le temps d'arriver. Je suis Mylène Volpiac, je suis ambassadrice chez Jury Travail. C'est moi qui vais animer aujourd'hui cette webconférence et je suis accompagnée de Kevin Lemoyec. Bonjour Kevin. Bonjour. Et Kevin, du coup, qui est juriste expert en droit social chez Jury Travail depuis 2019. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qu'est-ce que Jury Travail? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne et depuis 20 ans, du coup, cette année. Jury Travail, c'est une équipe de 50 juristes et plus de 700 avocats qui, chaque jour, décryptent toute l'actualité juridique et rédigent des dossiers, des modèles pour vous aider au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Jury Travail, ce sont donc des experts qui vous accompagnent dans l'ensemble de vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent nos services quotidiennement pour leur entreprise. Quels sont du coup ces services? Nous avons créé un accompagnement juridique spécialement pour les professionnels, pour vous aider au quotidien, où grâce à cette formule pro, vous allez pouvoir contacter un juriste qui répondra à l'ensemble de vos questions, quel que soit du coup le domaine de droit. C'est dans cette formule, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de notre base documentaire, donc tous nos dossiers, nos modèles de lettres, nos modèles de contrats, et vous allez pouvoir également profiter de votre convention collective, évidemment à jour des derniers accords. Donc, je vous invite vivement à l'issue de la webconférence à aller sur le site Jury Travail pour découvrir nos formules dédiées aux pros et trouver du coup l'accompagnement qui vous correspond le mieux et qui correspond le mieux à votre entreprise. On va rentrer du coup dans le vif du sujet qui est l'abandon de poste. L'abandon de poste, du coup, sujet dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Petit point du coup sur le contexte de l'abandon de poste. Donc auparavant, avant décembre 2022 en tout cas, l'abandon de poste induisait une procédure de licenciement. Depuis la loi travail du 23 décembre 2022, l'abandon de poste désormais est une présomption de démission. Autrement dit, l'abandon de poste n'est plus considéré comme une absence injustifiée. Qu'est-ce que ça induit pour vous? Quelle sera demain la procédure à mettre en place, vous, en tant qu'employeur? C'est ce qu'on va voir du coup en détail avec Kevin. Alors, dans un premier temps, on va faire un petit point sur qu'est-ce que l'abandon de poste, la définition et comment le reconnaître. Ensuite, on va voir les différences entre l'abandon de poste et les absences injustifiées. Kevin va nous décrire du coup toute la procédure que vous allez devoir mettre en place face à un abandon de poste, parce que toutes les entreprises ont un jour connaissent un jour l'abandon de poste. Et ensuite, on répondra ensemble à vos questions sur le chat. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le petit onglet questions que vous avez en bas à droite. Et si nous n'avons pas le temps de tout traiter, vous allez pouvoir poser l'ensemble de vos questions directement sur notre site. Nos juristes seront ravis de vous répondre et vous répondront en moins de 2 heures à toutes vos questions. Du coup, Kevin, on peut commencer par la définition. Comment reconnaît-on aujourd'hui un abandon de poste? Alors, l'abandon de poste, il va être extrêmement simple. C'est tout simplement un salarié qui va quitter son poste de travail ou ne pas revenir le lendemain après l'avoir quitté ou avant la fin de son service, et tout cela sans aucune raison légitime et également sans en informer son employeur. Donc évidemment, il n'y a pas d'arrêt maladie qui serait posé derrière, il n'y a pas une absence qui serait justifiée. Le salarié quitte son poste ou ne revient pas le lendemain ou quand il doit reprendre son travail. L'abandon de poste, il faut faire attention à cela, il implique nécessairement une désorganisation de l'entreprise. S'il n'y a pas de désorganisation de l'entreprise, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de gravité. Donc ça, c'est toujours très important, il faut toujours en avoir conscience
Notamment, quand on notifie un licenciement pour un abandon de poste, il faut nécessairement démontrer la désorganisation de l'entreprise. Très important également, peu importe le type de contrat de travail que va avoir le salarié, qu'on soit en CDI, en CDD, l'abandon de poste suit exactement la même logique et la même procédure. Et dernier point, également très important parce qu'on peut parfois avoir la question, le salarié étant en absence injustifiée durant cet abandon de poste, évidemment, il n'a pas à être rémunéré, donc il ne touche aucun salaire à partir du moment où il est en abandon de poste ou même en absence injustifiée. Merci Kevin. Du coup, quelles sont oui, les différences désormais entre l'abandon de poste et l'absence injustifiée, et quels sont les motifs légitimes d'une absence? Alors, la différence entre l'abandon de poste et l'absence injustifiée. Une absence injustifiée, vous allez avoir un comportement fautif de la part du salarié qui peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire même une faute grave. Votre absence sera injustifiée à partir du moment où le salarié ne se présente pas à son poste de travail pour X raisons, qu'il n'en informe pas l'employeur et qui ne justifie pas de son absence. Donc, notamment qu'il n'envoie pas un arrêt maladie ou un certificat du médecin pour justifier un congé enfant malade. Un abandon de poste par rapport à l'absence injustifiée, c'est tout simplement que lors de l'abandon de poste, votre salarié ne revient pas, contrairement à l'absence injustifiée où il finit par revenir. Parce qu'il a eu une absence d'une journée, il a prolongé ses vacances sans l'accord de l'employeur. Là, l'absence injustifiée, il revient. L'abandon de poste, il ne revient pas. Concernant les motifs légitimes d'une absence, il faut avoir conscience qu'une absence injustifiée, ça peut caractériser une cause réelle et sérieuse ou une faute grave, mais par contre, attention, pas dans n'importe quelle circonstance. Comme je vous l'ai dit, par exemple, il faut qu'il y ait une perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise. Sans cette perturbation, des absences répétées ne peuvent pas valoir un licenciement. Ça, c'est un arrêt de 1991 qui le précise. Autre exemple, une absence d'un salarié qui ne revient pas de congé, qui a un peu d'ancienneté, et c'est un cas totalement isolé, ça ne s'était jamais produit. Ça peut justifier une sanction disciplinaire, mais non un licenciement. Ou un autre exemple un petit peu différent, un salarié victime de harcèlement moral sur son lieu de travail qui quitte son poste de travail et qui ne revient pas au bout de quelques jours. Ici non plus, vous serez sur des absences injustifiées qui seront entre guillemets pardonnées parce qu'il y a une raison, cette absence prolongée a une raison qui peut être considérée comme légitime de la part des tribunaux. Donc, il faut faire très attention au niveau des absences injustifiées. Toutes les absences injustifiées ne valent pas sanction. Toutes les absences injustifiées ne valent pas forcément licenciement. Ça dépend énormément du contexte. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant avant de sanctionner une absence injustifiée. Une petite parenthèse au niveau de la maladie. Un salarié qui part en arrêt maladie, qui a un arrêt maladie et qui ne remet pas le justificatif à son employeur, il sera en absence injustifiée, ça peut valoir sanction. À partir du moment où l'absence n'est pas justifiée par un arrêt maladie. Par contre, attention, un simple retard dans la remise de cet arrêt maladie ne vaut pas absence injustifiée, ne vaut pas abandon de poste, s'il ne s'agit que d'un retard. Généralement, les conventions collectives imposent que cet arrêt maladie soit remis sous 48 heures, la plupart du temps, ou un règlement intérieur à l'entreprise. Un retard ne vaut pas un abandon de poste. Ça peut entraîner des sanctions disciplinaires, pas forcément un licenciement, surtout si c'est qu'un retard, mais ça ne vaut pas en aucun cas un abandon de poste si jamais il y a un retard dans la remise de cet arrêt maladie. D'accord. Merci beaucoup, Kevin. Du coup, tac. Suite à la loi travail, quelle sera du coup la nouvelle procédure pour l'employeur pour que l'abandon de poste soit assimilé à une démission? Ouais. Alors, au niveau de la nouvelle procédure, avant de parler de la nouvelle procédure, je vais d'abord parler de l'ancienne, qui est très importante parce qu'on va le comprendre tout à l'heure. À l'heure actuelle, c'est la seule procédure qui peut être mise en œuvre. La nouvelle ne peut toujours pas être mise en œuvre, mais ça, je vous l'expliquerai quand je vais vous l'expliquer dès maintenant d'ailleurs. Dans la mesure où le décret d'application de la loi de décembre dernier n'est toujours pas sorti, la nouvelle procédure, à l'heure actuelle, ne peut toujours pas être mise en œuvre. Donc, tant que ce décret d'application n'est pas sorti, il faudra continuer d'appliquer l'ancienne procédure.
Donc, concernant l'ancienne procédure, pour vous l'expliquer ou vous faire un rappel assez rapidement, vous avez un salarié qui est en abandon de poste. Donc, l'employeur doit mettre en demeure au bout de quelques jours. Alors, j'insiste sur ce quelques jours parce que vous pouvez toujours avoir un arrêt maladie qui arrive. Avec les délais d'acheminement postaux, il faut parfois prévoir quelques jours. Donc, l'employeur doit mettre en demeure le salarié de justifier son absence dans un premier temps, puis de reprendre son poste. C'est pour ça que généralement, vous aurez toujours 2 courriers recommandés accusés de réception envoyés. Le premier pour demander au salarié de justifier son absence, le deuxième pour lui demander de reprendre son poste. Et ça n'est qu'à défaut de réponse, alors absence de réponse ou une réponse qui n'entraînerait rien derrière et qui ne permettrait pas le retour du salarié sur site, à partir de ce moment-là, l'employeur peut enclencher la procédure de licenciement. Et cette procédure de licenciement sera basée sur une faute grave. Si et seulement si cette procédure est enclenchée au maximum 6 semaines après le début de l'abandon de poste. Ce délai de 6 semaines est extrêmement important. Il a été dégagé en 2000 par la Cour de cassation. Pour faire très simple, les juges ont estimé que l'employeur qui ne réagit pas au bout de 6 semaines, c'est tout simplement que la faute n'est pas si grave que cela. Donc, si l'employeur agit dans les 6 semaines, on sera sur un licenciement en faute grave, donc pas d'indemnité de licenciement, pas d'indemnité de préavis, uniquement les indemnités de congés payés. Et si l'employeur dépasse ce délai de 6 semaines, dans ce cas-là, on sera sur une cause réelle et sérieuse de licenciement qui impliquera le paiement notamment des indemnités de licenciement. Donc ce délai de 6 semaines est très important à prendre en compte. On peut parfois nous parler du délai de 2 mois de la prescription des faits fautifs. Là, le délai de 2 mois de la prescription des faits fautifs, on n'en parle pas parce que l'abandon de poste est une faute qui est continue et donc qui se poursuit dans le temps jusqu'à ce que le licenciement intervienne. Donc le délai de 2 mois n'est pas très important. Donc si le salarié est licencié avec cette ancienne procédure dans un délai de 6 semaines ou même au-delà, il a le droit à l'allocation chômage parce qu'il est considéré comme ayant perdu involontairement son emploi. C'est pourquoi la loi a été modifiée récemment, en décembre dernier, afin d'assimiler les abandons de poste à une démission. Et là, je le rappelle encore, le décret d'application n'étant toujours pas sorti, seule l'ancienne procédure peut être mise en œuvre. Il n'est pas nécessaire d'attendre cette nouvelle procédure afin de considérer son salarié comme démissionnaire parce qu'on n'a pas la moindre idée de quand va intervenir ce décret. Donc, ce serait perdre du temps et prendre des risques qui pourraient être inutiles. Donc, concernant cette nouvelle procédure, comment est-ce qu'elle se déroule? Elle est relativement simple. L'employeur, à partir du moment où il constate que le salarié ne revient pas, ne réintègre pas son poste, il doit le mettre en demeure soit par courrier accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge, même si cette deuxième option peut sembler un peu surprenante parce que le salarié n'étant pas présent, ça va être un petit peu délicat de lui remettre en main propre, donc ce sera essentiellement par courrier recommandé accusé de réception. Donc l'employeur doit le mettre en demeure de justifier de son absence et de reprendre le travail dans un certain délai. Ce certain délai, à l'heure actuelle, on ne le connaît pas, il sera précisé dans le décret et ce sera un délai minimum qui sera fixé dans ce décret. Si le salarié ne fait rien, ne répond pas, il sera présumé démissionnaire et donc ne touchera pas ses allocations chômage, sauf s'il arrive à démontrer à Pôle emploi qu'il est dans un cas de démission légitime, comme un suivi conjoint, du harcèlement ou autre, ou s'il saisit le Conseil des prud'hommes pour contester la rupture de son contrat. Et dans ce cas-là, le Conseil des prud'hommes aura en théorie 1 mois pour statuer. Alors, cette loi du 21 décembre 2022, qui est entrée en vigueur le 23 décembre, n'est pas rétroactive. Donc, ça veut dire que cette nouvelle procédure ne peut s'appliquer que pour les abandons de poste qui ont commencé à partir du 23 décembre 2022. C'est l'article 2 du Code civil qui interdit la rétroactivité de la loi. Donc, les abandons de poste qui commencent à partir du 23 décembre 2022 pourront se voir appliquer cette nouvelle procédure, sachant que tant que le décret, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'est pas sorti, il ne sera pas possible de l'utiliser. Et également, un petit point important qu'il faut bien retenir, c'est que cette loi ne remet pas en cause l'ancienne procédure, qui consiste en un licenciement en faute grave. Donc, même une fois que le décret sera passé, l'employeur aura le choix, soit il procède à un licenciement en faute grave avec l'ancienne procédure, soit il utilisera la nouvelle procédure
et il assimilera le salarié comme un démissionnaire. Donc, la publication de ce décret ne met pas fin à l'ancienne procédure, c'est pour ça que j'ai préféré également revenir dessus. Super, merci Kevin. Tu as un peu répondu du coup à cette question-là, mais à partir de quand le salarié sera présumé démissionnaire? Et j'imagine qu'il faut attendre le décret. Il faut attendre le décret. En fait, le décret, en plus de rendre la loi applicable, apportera une précision sur 2 points. Ce fameux délai que l'employeur devra mettre en avant pour demander au salarié de reprendre le travail. Et également, très important, le deuxième point sera quand est-ce que le salarié sortira des effectifs de l'entreprise. Donc, ce sont ces 2 points qui doivent être précisés par le décret. D'accord. Que faire lorsque le salarié ne s'est pas manifesté du coup avant l'expiration de ce délai? Donc, 2 cas de figure, il se manifeste ou il ne se manifeste pas. Comment réagir en tant qu'employeur s'il ne se manifeste pas? Du coup, premier cas. Alors, une fois que le décret sera passé et que l'employeur voudra utiliser cette nouvelle procédure, le salarié qui ne se manifeste pas sera considéré comme démissionnaire. Donc, comme ce que je vous ai dit, on attendra la sortie du décret pour connaître les délais précis. Mais à partir de ce moment-là, dès lors que le salarié sera considéré comme démissionnaire et sortira des effectifs de l'entreprise, l'employeur devra fournir immédiatement le solde de tout compte du salarié, comprenant notamment l'attestation Pôle emploi. Cette attestation ne devrait pas être remise à jour, donc il faudra, dans cette attestation, la remplir comme si le salarié avait démissionné. Super. Et donc, dans le cas où il se manifeste? Alors, dans le cas où il se manifeste, dans ce cas-là, il reprend son poste, il sera en absence injustifiée et l'employeur pourra sanctionner cette absence injustifiée par un avertissement, une mise à pied, voire un licenciement, si l'absence injustifiée est suffisamment grave. D'accord. Quels sont les risques, du coup, pour l'employeur face à cette nouvelle procédure? Alors, au niveau de cette nouvelle procédure, il y a beaucoup de questions qui se posent et beaucoup des réponses à ces questions vont intervenir dans quelques années, une fois que la jurisprudence se sera développée sur ce point. En théorie, donc vous avez une nouvelle procédure qui va poser une présomption de démission. Mais par contre, il s'agit d'une présomption simple. Ça veut dire qu'elle peut être renversée par le salarié en saisissant le conseil des prud'hommes. Donc, grosso modo, le salarié saisira les prud'hommes afin de faire requalifier sa démission et de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire, ce sont les indemnités des barèmes Macron. À partir de ce moment-là, l'employeur devra absolument, avant de faire cette procédure, s'assurer qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. On peut penser notamment, par exemple, à des cas de harcèlement qui pourraient exister dans l'entreprise. Un harcèlement permettrait au salarié de faire requalifier son abandon de poste requalifié en démission. Ça lui permettrait de requalifier tout cela en une autre rupture du contrat et surtout, ça lui permettrait d'obtenir des dommages-intérêts. Donc ça, c'est la théorie. Cependant, il faut quand même avoir conscience que le salarié qui saisira le conseil des prud'hommes, dans ce cas-là, le conseil des prud'hommes aura 1 mois pour statuer. Ça reste quand même ce délai d'1 mois relativement théorique, parce qu'on peut avoir toujours un problème d'engorgement des tribunaux, mais on peut aussi avoir des renvois qui pourraient être ordonnés. Donc, on n'est pas sûr, en fin de compte, que le jugement sera prononcé dans le mois. Et ça pose problème parce qu'il faut avoir conscience qu'un salarié qui est démissionnaire, quand il s'inscrit à Pôle emploi, il n'a pas le droit aux allocations chômage, mais au bout de 4 mois, il peut passer devant une commission paritaire et obtenir ses allocations chômage. Donc, le fait qu'il y ait cette saisine, c'est quand même une procédure à lancer. Donc, il y a la saisine des prud'hommes. Il va y avoir peut-être des renvois, des retards. Et de l'autre côté, on a 4 mois d'attente qui peuvent permettre de toucher le chômage ou on peut retrouver un autre travail ailleurs. On peut honnêtement se demander si la procédure ne va pas être dissuasive pour le salarié. Hors contexte très particulier avec des harcèlements notamment prouvés. Donc, on peut se demander si cette procédure est tant risquée que ça pour l'employeur, parce qu'en réalité, les possibilités pour le salarié de se retourner sont quand même assez lourdes et complexes. Donc ça, il y a un risque malgré tout qui va exister, un risque léger qui va exister pour l'employeur. Et si l'employeur a un doute, il peut toujours abandonner cette nouvelle procédure et rester sur l'ancienne procédure en utilisant le licenciement faute grave.
D'accord, merci. Du coup, un autre cas, le salarié, cette fois, a démissionné, mais il abandonne son poste, il fait un abandon de poste pendant son préavis. Que se passe-t-il au niveau de l'employeur? Alors là, on va être sur un non-respect du préavis. L'abandon de poste va entraîner ce non-respect du préavis. Donc, ça, on va le retrouver régulièrement, quoi, régulièrement. Assez souvent au niveau des démissions, le salarié qui ne veut pas respecter son préavis, l'employeur qui aurait refusé de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis, c'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent. Donc, dans ce cas-là, le salarié il court quand même un risque parce que l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts correspondront au montant du salaire que le salarié aurait dû toucher s'il avait continué de travailler jusqu'à la fin de son préavis. Et ça, c'est très important parce que l'employeur n'a même pas besoin de prouver l'existence d'un préjudice pour faire cette demande. Si jamais le non-respect du préavis du salarié cause un préjudice très important à l'employeur, et que l'employeur peut le démontrer, il peut même obtenir plus que le salaire que le salarié aurait dû toucher s'il était resté jusqu'au bout. Donc, l'employeur, dans ce cas-là, a la possibilité de réagir et dans ce cas-là, il doit mettre en demeure le salarié de reprendre son poste de travail, de justifier d'abord de ses absences, puis de reprendre son poste de travail. Et ensuite, en cas de non-respect, il peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir ses dommages à intérêts. Ça, c'est une procédure qu'on voyait quasiment jamais, mais depuis quelques mois, on commence à la voir assez fréquemment. Et on se rend compte que beaucoup d'employeurs désormais n'hésitent plus à assigner leurs salariés pour le non-respect de ce préavis. Donc c'est quelque chose qui peut être dangereux pour le salarié et qui n'est absolument pas conseillé de faire, surtout en ce moment. Est-ce que c'est la fin de la démission claire et non équivoque? On sait, il y a des conventions collectives qui exigent que la démission soit écrite. Ici, avec la nouvelle procédure abandon de poste, on part d'une présomption. Donc, est-ce que c'est la fin de la démission claire et non équivoque? Alors ça, c'est tout un débat qui a lieu actuellement au sein de la doctrine. C'est vrai que la démission, normalement, doit être claire et non équivoque. C'est pour ça qu'il est toujours recommandé qu'elle soit faite par écrit, afin de démontrer ce côté clair et non équivoque. On met bien « je démissionne ». Ce n'est pas le salarié qui, sur un coup de colère, dit « je m'en vais, prend ses affaires et s'en va ». Ça n'est pas une démission claire et non équivoque. Donc, la jurisprudence a développé cette notion de démission claire et non équivoque. Cette nouvelle procédure vient notamment remettre en cause une jurisprudence constante qui date d'il y a un petit moment de la Cour de cassation et qui précisait que l'abandon de poste n'était pas une démission, ne pouvait pas être assimilé à une démission pour le motif que l'abandon de poste n'est pas une démission claire et non équivoque. Le salarié qui abandonne son poste ne dit pas « je veux démissionner », il abandonne juste son poste. Donc ça, c'était la position de la jurisprudence pendant très longtemps. Cette nouvelle procédure est souvent accusée de remettre en cause cette démission claire et non équivoque. Alors, il y a un débat doctrinal qui existe à ce niveau-là. Pour moi, ça n'est pas le cas. On ne remet pas en cause le côté clair et non équivoque de la démission. On ouvre juste une possibilité supplémentaire d'avoir cette démission. Donc, la démission claire et non équivoque, et de l'autre côté, l'abandon de poste. Les deux seront une démission, pourront être assimilés à une démission. Mais c'est une possibilité supplémentaire et non une remise en cause de la jurisprudence sur la démission claire et non équivoque, mais pas de la jurisprudence, par contre, sur le fait que l'abandon de poste sera assimilé à une démission. Là, c'est passé dans la loi. Donc, c'est pas forcément très simple à évoquer. C'est des débats juridiques, des débats doctrinaux qui sont un petit peu complexes. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que ça n'est qu'une nouvelle possibilité qui est ouverte. Et pas une bonne chose. Merci Kevin. La procédure est-elle contournable par le salarié? Alors oui, cette procédure est largement contournable par le salarié. Alors, sur plusieurs points. Le premier point, on peut imaginer le salarié qui se manifeste avant la fin du délai imparti et qui voudrait reprendre son poste en espérant ne pas être licencié en absence injustifiée.
Un salarié qui aurait beaucoup d'ancienneté et qui ferait ça, le licenciement ne sera pas forcément fondé. Et l'employeur qui opterait pour un licenciement en faute grave risquerait une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse derrière. Donc, il faut toujours le licenciement en faute grave est toujours une étude au cas par cas. Il faut être très prudent là-dessus. Mais si le salarié se remanifeste, on ne peut pas s'assurer qu'un licenciement en faute grave sera validé par les tribunaux. Donc ça, c'est le premier point. Qui pourrait être utilisé par le salarié qui souhaiterait revenir. Mais ça, c'est pas forcément ce qu'on va constater la plupart du temps, parce que la plupart du temps, le salarié qui va faire un abandon de poste, il va pas le faire pour revenir, ça va vraiment pour être sorti des effectifs et notamment toucher le chômage, parce que sinon, il y a d'autres moyens de sortir des effectifs, comme la démission, qui sont beaucoup plus simples. Donc, le contournement par le salarié va plutôt s'opérer sur une autre façon. Et donc, dans ce cas-là, on va changer de faute grave. Avant cette procédure, l'abandon de poste pouvait entraîner la faute grave et pouvait permettre au salarié de toucher ses indemnités chômage. Donc là, on se doute qu'il va y avoir toute une imagination qui va être mise en place par la suite. Le salarié aura tout simplement besoin de trouver un autre type de faute grave pour pouvoir obtenir son licenciement et pour pouvoir obtenir ses allocations chômage. Et là, au niveau des fautes graves qui peuvent être faites par un salarié, on pourrait en faire des romans en plusieurs tomes. Il y a tout un tas de possibilités qui existent. Donc, on verra peut-être des salariés qui feront un travail un petit peu n'importe comment, un excès de zèle, pourquoi pas avoir des injures, ou tout un tas d'autres situations qui pourront être causées par le salarié afin d'obtenir sa faute grave et afin d'être licencié. Et dernier point qui permet également de contourner le salarié, mais ça va être plus un contournement à la fois du salarié et de l'employeur. Ça va être dans tout ce qu'on va appeler les abandons de poste, on va dire négociés. Donc dans ce cas-là, on va retrouver ce cas de figure avec un salarié qui veut partir et l'employeur qui ne veut pas lui signer de rupture conventionnelle. Parce que la rupture conventionnelle, malgré tout, a un certain coût parce qu'il faut verser les indemnités de licenciement. Et les deux parties vont se mettre d'accord afin d'organiser cet abandon de poste pour avoir ce licenciement en faute grave. L'employeur, comme ça, fera sortir le salarié de ses effectifs sans que ça lui coûte rien. Le salarié, lui, aura droit à ses allocations chômage. Donc, dans ce cas-là, ce type de procédure, ça ne changera rien parce que la nouvelle loi n'empêche pas d'utiliser, ne semble pas en tout cas à l'heure actuelle empêcher l'employeur d'user du licenciement pour faute grave. Donc, ces abandons de poste négociés pourront toujours se faire par la suite. De toute façon, Pôle emploi ne devrait pas avoir connaissance de la raison, parce que au niveau de l'attestation Pôle emploi, soit vous serez sur un licenciement, soit vous serez sur une démission. Il n'y aura pas les détails. Donc, cette procédure, ce contournement qui est déjà utilisé actuellement, pourra toujours être utilisé par la suite. Merci beaucoup, Kevin. Du coup, c'est l'heure de passer à vos questions. Si nous n'avons pas le temps de traiter votre question, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous la poser directement sur notre site. Nos juristes vous répondront avec grand plaisir. Et votre première question est gratuite. Donc, n'hésitez pas à poser votre question sur le site de Jury Travail. Donc, au niveau des questions, une question de Margot, Kevin, qui dit « Dans l'idée, il vaut mieux partir sur l'ancienne version de l'abandon de poste, même si le décret est amené à paraître, et ce, pour éviter tout litige. » Totalement. De toute façon, à l'heure actuelle, il n'y a pas le choix. À l'heure actuelle, tant que le décret n'est pas sorti, c'est l'ancienne procédure qui devra continuer de s'appliquer. Une fois que le décret sera sorti, là, il y aura un choix. Je pense qu'en pratique, ça se fera surtout. L'employeur, s'il a peur d'avoir quelque chose à se reprocher, il tirera sur un licenciement en faute grave, ou l'employeur n'a pas envie de mettre le salarié dans une situation difficile, il partira sur une faute grave. Et s'il n'a pas envie, il partira sur la démission. Mais tout cela, une fois que le décret sera sorti. Donc pour ça, si vous voulez éviter de faire le journal officiel tous les matins, ce qui est assez long et fastidieux, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez probablement un mail qui relate tous nos articles concernant l'actualité juridique afin d'être mis au courant de la sortie de ce décret.
Absolument, on suit ça de près. Juste une précision du coup sur en cas d'abandon de poste pendant le préavis de départ. Est-ce que tu peux préciser quel motif de départ l'apportera au final, démission ou abandon de poste? Alors, ça dépend. Démission. Normalement, ce sera la démission parce qu'une fois que vous avez votre démission qui est intervenue, ça met un terme au contrat à l'issue du préavis. Donc, est-ce que l'employeur fait... Alors, en règle générale, l'employeur ne va pas lancer une procédure de licenciement en faute grave parce que c'est un petit peu long. Et en plus, vous avez des possibilités de faire sortir le salarié des effectifs de façon beaucoup plus simple. Donc, en règle générale, on laisse arriver le terme de la démission. Merci beaucoup. Une question de Martine. Une médiation peut-elle intervenir dans tous les cas de figure? Alors, une médiation peut toujours intervenir. Par contre, la médiation étant un accord commun des parties, il faut que les deux parties soient d'accord pour accepter cette médiation. Ce qui en pratique est rarement le cas. Mais une médiation est toujours possible à condition évidemment d'avoir quelqu'un qui puisse faire cette médiation. Soit un médiateur privé qui a un coût, soit une personne externe en règle générale. Ok, très bien. Une question de Jonathan. Maintenant, avec la nouvelle procédure, il n'y aura pas de convocation comme avec la deuxième mise en demeure de l'ancienne actuelle procédure. Alors non, il n'y aura pas deux mises en demeure normalement envoyées, une seule suffira. L'employeur met en demeure le salarié de reprendre son poste avant telle date. Et si à cette date, le salarié n'a toujours pas repris son poste, il sera considéré comme démissionnaire. Il sortira des effectifs probablement le jour même, mais tout cela sera à faire préciser au niveau du décret. Et donc, l'employeur pourra sortir l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte. Alors, au niveau de ce décret, ça va être très important parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il sortira le jour même de l'arrivée de ce délai ou est-ce qu'il faudra prendre en compte le préavis? Ça, on ne sait pas, donc il faudra quand même que le décret précise. D'accord, très bien. Alors, je crois que tu y as un petit peu répondu, mais on va revenir un peu dessus. Quel délai entre le courrier pour justifier de l'absence et la demande de reprise de poste? Alors, il n'y a pas vraiment de délai qui va être prévu. Ce qui est important, c'est qu'il faut que tout ça soit fait dans un délai de 6 semaines. Il faut que l'engagement de la procédure de licenciement, parce que là, on parle de l'ancienne procédure, on met en demeure le salarié de justifier de son absence, puis on remet en demeure le salarié de reprendre son poste. Pas de délai entre les deux, mais gardez bien à l'esprit qu'il faut que entre le début de l'abandon de poste et la convocation à l'entretien préalable, il y a un délai de 6 semaines, ce qui est extrêmement court. Donc, il peut y avoir 1 semaine, 2 semaines entre les deux, tant que vous respectez le délai de 6 semaines au final, ce qui oblige parfois, vu que 6 semaines ça passe très vite, et bien avoir parfois que quelques jours d'écart entre les deux. Mais il n'y a pas de délai officiel. Ok, c'est très clair. Une question de Noura. Est-ce que le départ du poste de travail est considéré comme abandon de poste? Alors, le départ du poste de travail n'est pas forcément considéré comme un abandon de poste. Il faut vraiment que le départ, que le salarié parte et ne revienne pas. S'il revient, on reste sur une absence injustifiée. Le décret ne précisera probablement pas combien de temps le salarié doit être parti. Ce sera vraiment une étude au cas par cas. Mais en théorie, si le salarié ne revient pas, on restera sur l'abandon de poste. Et c'est justement en fait le but de la loi. Si le salarié s'absente et puis finalement revient, il reviendra probablement dans le délai indiqué dans la mise en demeure. Donc grosso modo, si le salarié ne reviendra pas, on restera sur l'abandon de poste. Mais par contre, s'il s'absente juste et puis qu'il revient, on reste sur une absence injustifiée. Donc dans ce cas-là, en aucun cas, le salarié ne sera considéré comme démissionnaire. D'accord. Merci beaucoup, Kevin. C'est très clair. Je crois qu'on a fait le tour de vos questions. Encore une fois, si une question vous vient, même après la conférence, n'hésitez vraiment pas à nous la poser sur le site. Pour aller plus loin, je vous propose et vous invite vivement à télécharger notre dossier sur le site de Jury Travail sur l'abandon de poste. Il récapitule du coup toute la procédure que vient de vous évoquer Kevin et traite également de toute la procédure au niveau des absences injustifiées. Vous allez pouvoir y retrouver également 5 modèles de lettres prêts à l'emploi. Je vous remercie vivement de votre participation à cette webconférence. Merci beaucoup, Kevin.
pour Je vous toutes ces précisions très claires. Merci de votre On voit qu'il y a fidélité. aussi beaucoup de questions qui tournent sur la droite. N'hésitez pas à utiliser nos services. Vous avez des essais gratuits. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez passer par ces essais gratuits parce que c'est vrai que je vois beaucoup de questions là qui sortent. Donc, vous avez la possibilité de passer par les questions gratuites si jamais vous souhaitez qu'on vous rappelle. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Merci. Merci.